Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. S'il y a bien un domaine dans lequel on se sent tous concernés, c'est celui de la santé. La crise sanitaire que nous traversons ne peut que renforcer cette affirmation. Parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux et en même temps de plus fragile. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme le secteur. Les progrès sont constants pour aider les soignants, améliorer les diagnostics ou pour le suivi des malades grâce à la data et au numérique. Comment l'IA révolutionne le monde médical ? Doit-on se méfier de ces avancées ? Pour répondre à ces questions, j'ai mis le cap sur le Boston Consulting Group, ou BCG, cabinet international de conseil en stratégie, notamment auprès d'acteurs de la santé. J'ai d'abord rendez-vous avec Thomas. Entré au BCG en 2012, il est aujourd'hui partenaire et travaille essentiellement sur des projets dans le secteur de la santé, aussi bien auprès de l'industrie pharmaceutique que d'autorités de santé en France et à l'international. Bonjour Thomas. Bonjour Alice. Thomas, comment as-tu vu le secteur médical évoluer ces dernières années ? Quelles ont été pour toi les transformations majeures ? C'est un secteur qui évolue extrêmement rapidement. Je pense qu'à la base de tout, il y a toujours l'innovation scientifique en fait, dans ce secteur-là. On a des diagnostics qui vont être plus performants. On a des médicaments qui vont être plus performants. On va avoir des nouvelles manières d'accompagner les patients parce qu'on a plus de données et donc du coup on sait ce qui est efficace ou pas. Et c'est toujours porté par de l'innovation technologique. Je pense que là, l'exemple du Covid est un très bon exemple. Tout le monde a découvert ce qu'était l'ARN messager de manière assez récente. Mais il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres choses qui vont continuer à arriver, la thérapie génique, et surtout de plus en plus de données qu'on génère à travers les dossiers médicaux électroniques, à travers les essais cliniques, à travers le séquençage génétique. Et donc, lorsqu'on fait en fait le croisement de cette innovation vraiment scientifique, cette innovation médicale qui fait qu'on comprend mieux le corps humain, on comprend mieux les maladies, cette innovation technologique on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire avant avec des nouvelles plateformes, et cette innovation en fait liée à la donnée, je pense qu'on est vraiment aux prémices d'un nouveau monde presque pour le secteur médical. Aujourd'hui, les applications de l'IA dans le domaine de la santé sont très vastes. Quelles sont pour toi les avancées les plus importantes ou les plus prometteuses ? L'intelligence artificielle, ça a un impact sur quasi toute la chaîne de valeur. Ça peut impacter à la fois la manière dont on va découvrir de nouvelles molécules, la manière dont on va développer ces molécules-là, jusque vraiment la relation de soins qu'un professionnel de santé va avoir avec son patient. Donc tout ce qui se passe sur cette chaîne-là, en fait, va être impacté. Après, entre ce qui est important aujourd'hui et ce qui est prometteur, c'est pas exactement la même chose. Et ce qui marche aujourd'hui, ce qui matérialise le plus de valeur, c'est tout ce qui va toucher en fait à une augmentation de la productivité. Par exemple, aujourd'hui, on fabrique les médicaments dans des usines, sur des machines qui vont avoir tendance à tomber en panne. Et l'intelligence artificielle permet de faire, par exemple, de la maintenance prédictive. Avec des capteurs, on va se dire, je sais que lorsque j'ai tel et tel signal sur ces capteurs-là, c'est que j'ai 70% de chance d'avoir une panne dans les 2 semaines. Ça marche aussi sur le développement des patients. Il y a quelque chose qui est très compliqué lorsqu'on fait du développement de médicaments. Il faut qu'on puisse recruter les bons patients, essayer de prédire ceux qui vont avoir la bonne réponse, parce que on a tous un terrain qui fait que des fois on répond plus ou moins bien au traitement. L'intelligence artificielle peut permettre de faire ça et de développer du coup des médicaments qui vont arriver plus vite sur le marché et donc qui vont permettre d'avoir plus de chances aussi, plus de s'en sortir pour les patients qui vont avoir ce type de maladie. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien et on voit de plus en plus d'acteurs s'en saisir. Ce qui est plus prometteur, je pense, c'est d'amener l'intelligence artificielle de ces situations de productivité vers des situations où elles vont même aider en fait à l'innovation. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On a beaucoup parlé par exemple de DeepMind et de Google. Donc DeepMind, c'est une intelligence artificielle qui vise à prédire en fait la forme que vont prendre les protéines à partir en fait du code génétique. C'est un problème qui est extrêmement compliqué parce que le nombre de molécules qui est mis en jeu est en fait énorme. Et aujourd'hui, on n'a pas d'algorithme qui sait le faire de manière très simple.
Et l'algorithme de Google a vraiment ouvert une vraie porte, en fait, récemment cette année. Même si encore il y a du chemin, parce que en fait, dans le corps humain, les protéines, bien souvent, c'est pas une seule chaîne, mais c'est un amas de chaînes. Et ça, par exemple, l'algorithme ne sait pas le prendre en compte. On rejoint presque la question de l'informatique quantique, en fait, pour résoudre ces problèmes-là. Mais c'est là où il va y avoir énormément de potentiel dans les décennies à venir, parce que si on craque cette partie-là du vivant, on va s'offrir un nouveau champ d'accès en fait à des nouveaux traitements. Et c'est là qu'il y aura, je pense, vraiment des différences, un impact qui est difficile à imaginer aujourd'hui en termes de ce que sera la médecine de demain. L'IA et la santé, ce n'est pas seulement donc des applications techniques, c'est aussi un bouleversement de la relation de soins. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir la santé se déshumaniser avec tous ces progrès ? Est-ce qu'il va encore y avoir de la place pour l'empathie dans la santé de demain ? Alors moi, je pense que oui. Je pense que l'intelligence artificielle toute seule, en fait, ça n'a aucune valeur. Et comme dans toute, finalement, transformation digitale, où on a plein de données, ce qui compte, c'est pas tellement est-ce qu'on a les bons algorithmes et les bonnes données. Alors, c'est évidemment important et on peut rien faire sans ça. Mais en fait, l'immense majorité de la valeur est dans la transformation humaine que vous faites derrière. Et les algorithmes aujourd'hui, par exemple, ils sont très performants sur des sujets particuliers. Je veux dire, par exemple, les questions de reconnaissance d'images. Vous avez des très bons algorithmes qui sont en mesure d'interpréter et de faire moins d'erreurs que des humains, par exemple, sur de la lecture d'IRM ou de scanner ou ce genre de choses. Donc les algorithmes sont très très bons là-dessus. Mais par contre, ils ne sont pas du tout bons pour amener les sujets auprès du patient ou pour appréhender le patient en fait, dans sa globalité. Ils vont être très bons sur cette tâche-là, mais après sur est-ce que je dois du coup pousser tel ou tel médicament parce que ce patient a telle et telle comorbidité ou il prend d'autres traitements ou il est dans cette situation personnelle qui fait que, ça, un algorithme aujourd'hui ne sait pas très bien le faire. Et on peut même se poser par ailleurs la question de l'acceptabilité. Si l'algorithme vous disait, il faut que vous preniez ça, je ne suis pas sûr que vous l'acceptiez. Donc je pense qu'en fait, ça va être très utile pour aider les médecins à prendre les bonnes décisions. Et ça va amener du coup aussi les médecins à se recentrer sur le vrai cœur de leur travail, je pense, qui est en fait comment j'accompagne mon patient, comment je le considère dans sa globalité, et compte tenu de ce que me dit l'algorithme, mais d'autres choses, comment je l'aide en fait au mieux. Aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire sans précédent. Ça interroge forcément. Est-ce que certains aspects de cette crise auraient pu être mieux gérés, d'après toi, grâce à l'IA ? Je ne sais pas si on aurait pu mieux faire. La crainte que j'ai, c'est que, en fait, les domaines où ont été testés l'intelligence artificielle, parfois de façon rapide pendant cette crise-là, en fait, diminuent un petit peu l'acceptabilité par les populations et par les patients de ces nouvelles technologies. Je vais prendre un exemple dont on a beaucoup parlé, qui est l'hydroxychloroquine. Il y avait eu, si vous vous souvenez, il y a 6 mois, une publication dans The Lancet qui montrait, soi-disant, que l'hydroxychloroquine augmentait la mortalité. Et ça avait été fait sur la base d'un certain nombre de données de vie réelle qui avaient été collectées dans énormément de pays. Et il se trouve que, en fait, ils ont refait leurs calculs, ils ont constaté qu'il y avait des biais dans les données et que les données ne montraient pas de manière très claire qu'il y avait eu une surmortalité à cause de l'hydroxychloroquine. Et donc l'article avait dû être rétracté du Lancet. Et c'est un argument que les promoteurs de l'hydroxychloroquine continuent d'utiliser aujourd'hui en disant qu'il y a eu un complot, etc. Bon. On sait aujourd'hui qu'effectivement, de toute façon, l'hydroxychloroquine n'est pas le traitement qui fonctionne contre le Covid. Mais je pense que cet épisode-là est assez intéressant de se dire on avait une potentiellement application de l'intelligence artificielle qui était cette utilisation des données réelles pour démontrer l'efficacité ou non d'un traitement. Ça a été fait trop vite, les données étaient pas bonnes. Ça, je pense, un petit peu potentiellement décrédibilisé cette approche auprès des régulateurs. Le fait est que, par contre, cette approche, donc ça s'appelle le Real World Evidence en anglais, donc je génère des statistiques cliniques sur la base de ce qui se passe vraiment dans le monde réel. Ça a été utilisé à d'autres reprises avec des très bons résultats. Évidemment, cette crise pose énormément de questions
Il faut trouver le juste équilibre entre où est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider, effectivement, d'une manière éthique et d'une manière qui assure la sécurité des patients, et dans le même temps se donner le temps de se dire effectivement on fait les choses dans les règles et on s'assure de faire les choses que lorsqu'on a suffisamment de recul. Ce qui est particulier avec le domaine de la santé, c'est qu'on est face à un domaine critique avec des marges d'erreur peu acceptables. Comment ça influe la manière de travailler dans ce domaine ? Je dirais que c'est un mélange du coup de vrais sujets techniques et en fait d'une part qui est un peu plus humaine finalement, qui est le domaine de l'éthique. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une vraie démarche scientifique et une vraie démarche statistique dans la manière dont on travaille dans le secteur médical. On teste des hypothèses, on fait toujours des bras où on teste quelque chose et un autre bras dans les études cliniques où on teste en fait l'absence de traitement. Ça déjà, c'est vraiment le garant de l'intégrité des résultats. Mais en fait, plus on progresse dans l'innovation, plus cette démarche-là pose énormément de questions. Parce que si, par exemple, vous êtes un malade du cancer, vous avez des traitements dont on sait qu'ils sont efficaces, à minima, jusqu'à un certain niveau, et vous devez faire un essai clinique pour tester un nouveau médicament. Vous ne pouvez pas dire au patient, du coup, je vais tester ce nouveau médicament, mais vous avez une chance sur deux, en fait, d'avoir un placebo. Donc, par exemple, en oncologie, du coup, il y a des experts en éthique qui se disent, on ne fait plus le placebo, on remplace le placebo par le traitement qui existe déjà. Comme ça, on mesure la différence entre le traitement existant et le nouveau traitement qu'on propose. On est rendu à des niveaux de progrès scientifique tels que il faut qu'on arrive à trouver les bonnes règles d'éthique qui permettent à la fois de conserver cette rigueur scientifique qui est à la base de tout dans le domaine médical, et en même temps l'aspect humain de comment on accompagne les patients, parce qu'effectivement on travaille avec de la matière humaine et c'est le propre du secteur médical. Toi personnellement, comment tu imagines le futur avec les progrès de l'intelligence artificielle et de la santé ? Par exemple, à quoi ressemblera l'hôpital de demain ? Moi je suis plutôt optimiste, je pense qu'on va assister à des vraies révolutions dans le domaine médical et des progrès constants pour l'accompagnement des malades, en fait, et de manière globale. Et je pense que les frontières, en fait, vont plutôt avoir tendance à s'effacer entre le médecin, le personnel hospitalier, les infirmiers, les patients eux-mêmes, qui peuvent faire des choses pour leur santé. Et donc, je pense qu'on va avoir à la fois une combinaison de meilleurs traitements et de meilleurs médicaments, et on sait qu'ils vont mieux marcher. On va avoir de meilleures détections, des diagnostics plus précoces. On sait que c'est important pour énormément de maladies d'être diagnostiqué de manière précoce, donc je pense que ça va aider. On va avoir un meilleur accompagnement avec potentiellement des algorithmes qui vont aider les médecins à prendre les bonnes décisions. On va avoir une meilleure prévention parce que je pense que toutes les applications qu'on a dans nos téléphones, avec de plus en plus de dispositifs médicaux connectés sur les montres, etc., qui vont permettre de dire là, tu es à risque de développer telle ou telle maladie, ou va faire un test parce qu'en fait, il y a eu une anomalie dans ton rythme cardiaque aujourd'hui, il faut peut-être que tu ailles faire une prise de sang, etc. Donc je pense que ça, on va le voir de plus en plus. Et donc, finalement, ce que ça veut dire, c'est que l'hôpital, ou à minima, l'écosystème médical tel qu'il existe aujourd'hui, il va être beaucoup plus ouvert parce que... il y aura de plus en plus d'acteurs de santé. Ça sera aussi de plus en plus les patients qui seront de plus en plus acteurs de leur propre santé. Si j'en crois Thomas, nous pouvons être positifs sur les progrès de la santé grâce à l'IA. Les transformations qu'il évoque sont prometteuses. J'aimerais avoir maintenant le point de vue d'une personne qui, en quelque sorte, fabrique l'IA pour la santé. Magali travaille au sein du BCG Gamma depuis 3 ans. C'est l'entité du BCG dédiée à l'intelligence artificielle. Magali travaille principalement sur des projets dans le secteur de la santé pour des acteurs publics ou privés, hôpitaux, fournisseurs de soins ou entreprises pharmaceutiques. Bonjour Magali. Bonjour Alice. Une des clés de notre confiance dans la santé, ça tient au secret médical. C'est une valeur très forte, très importante. Est-ce que l'anonymat des données de santé est toujours garanti aujourd'hui avec les progrès de l'intelligence artificielle ? Les données de santé, elles sont multiples. Parce que vous avez les données de santé quand vous allez chez votre médecin généraliste et qui vous enregistre dans votre dossier médical. Vous avez aussi les données de santé qui sont celles relatives à votre assurance santé,
que ce soit l'assurance maladie ou votre complémentaire santé. Et vous avez l'ensemble de vos données de santé que vous avez sur vos téléphones portables ou autres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des données qui ne peuvent pas être anonymes, au sens où quand vous êtes le patient et que vous allez chez le médecin, vous ne voulez pas que vos données soient anonymes et vous voulez que le médecin puisse utiliser dans le cadre du soin les données qui sont relatives à votre dossier médical. De même pour l'assurance maladie ou pour votre organisme complémentaire en santé, vous voulez qu'il puisse utiliser des données non anonymes qui sont propres à vous-même. Après, quand on rentre dans le domaine de l'utilisation des données de santé par d'autres acteurs, c'est là que la question de l'anonymat se pose. Donc, déjà en France, et en Europe, c'est très régulé au sens où personne n'a le droit d'utiliser des données médicales dans des cadres, à des fins commerciales. Pour d'autres utilisations de vos données de santé, par exemple à des fins de recherche, à des fins de santé publique, à des fins de pharmacovigilance, pour être sûr que les gens prennent des médicaments qui n'ont pas trop d'effets secondaires, on peut dans ce cas-là utiliser vos données de santé, mais de façon soit anonymisée, soit pseudonymisée. Donc la différence, c'est qu'une donnée anonyme ne permet jamais de remonter à vous, de quelque façon que ce soit. Une donnée pseudonymisée, on ne peut pas remonter à vous si on n'a pas d'autres informations supplémentaires. Par exemple, si j'ai votre parcours de soins, ma donnée sera bien pseudonymisée si j'ai pas en regard, par exemple, vos données de téléphone portable qui me disent exactement où vous êtes, à quel moment, ou ce genre de choses-là. Quelle réglementation encadre aujourd'hui l'utilisation de ces données ? Alors, les données de santé, ce sont vraiment des données dites personnelles et sensibles. Donc, elles rentrent dans ces deux critères. Pas mal de réglementations s'appliquent à elles, parce qu'elles rentrent dans un cadre légal strict. Donc, elles sont par exemple couvertes par le règlement européen, qu'on appelle le RGPD, qui a été mis en place en 2018, donc qui couvre en fait toute la protection des données personnelles. Elles rentrent aussi dans tout ce qui est la loi informatique et liberté, la CNIL qu'on connaît bien, avec des articles, l'article 8 et le chapitre 9 notamment. Elle rentre aussi dans les dispositions sur le secret médical, dont vous avez déjà parlé, et pas mal de choses relatives aussi au référentiel de sécurité, au fait que vous avez interdiction de procéder à une cession, une exploitation commerciale des données dont on a parlé. Un peu plus récemment aussi sur la loi de modernisation de notre système de santé, en 2016, qui permet en fait de donner accès à des fins de recherche et à des fins d'utilité publique à certaines données de santé qui sont pseudonymisées. Sur ces dernières années, quelles sont les techniques de l'intelligence artificielle appliquées à la santé qui sont les plus remarquables, d'après toi ? La santé étant un domaine très vaste, il y a déjà tout ce qui est la santé au sens de l'aide au diagnostic, ce dont Thomas a déjà parlé. Par exemple, toutes les techniques relatives à la labellisation d'images, pour arriver à lire de façon plus automatisée un IRM ou un... Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir un médecin qui est très très bon pour déterminer un diagnostic à l'aide de tel type d'image. Mais en moyenne, sur l'ensemble des médecins que vous avez en France, peut-être que la moyenne sera bien moins performante que le médecin qui est très très spécialisé dans ce domaine. Donc ce que là, l'intelligence artificielle apporte, c'est de transférer en fait la connaissance de ce médecin très spécialisé sur la lecture d'autres images qui seraient produites ailleurs. Et c'est des choses qu'on retrouve dans la détection du cancer du sein, dans la détection d'autres pathologies à l'aide d'images, où là, l'intelligence artificielle est très très performante. Je pense que l'IA a vraiment son rôle à jouer aussi dans tout ce qui est prévention. Thomas en a déjà parlé aussi avec l'utilisation des données en vie réelle, mais faire en sorte en fait qu'on améliore le suivi du patient en développant par exemple des algorithmes, c'est ce qui commence à se faire aujourd'hui, pour dire attention, ce patient-là, vu ses conditions, vu son rythme cardiaque, etc., qui a été mesuré, a une probabilité non négligeable dans les 15 premiers jours de faire un arrêt cardiaque. Donc il devrait aller procéder à un soin. Donc vous avez des startups qui se sont montées et qui, par exemple, qui arrivent à déterminer des marqueurs précoces à l'aide des électrocardiogrammes d'insuffisance cardiaque à venir ou d'événements sévères. Et l'autre chose où l'IA a vraiment un apport important, c'est en termes aussi, par exemple, de pharmacovigilance. Donc, imaginez, par exemple, les données de l'assurance maladie. Vous avez des terras et des terras de données, mais vous cherchez pas nécessairement, mais vous surveillez l'apparition de contre-indications ou d'événements très graves
à la prise de certains médicaments. C'est des événements qui n'ont pas nécessairement été mesurés pendant les essais cliniques parce que c'est des signaux très très faibles, mais c'est des choses où l'IA a vraiment un apport au sens où elle peut aider à détecter les signaux très faibles et qui se révéleraient être en fait des problèmes dans certains médicaments. Et aujourd'hui, on est donc en plein dans l'épidémie de Covid-19, donc ça pose évidemment des questions autour de l'intelligence artificielle. Quels systèmes d'IA peuvent être utilisés en ce moment pour seconder les soignants dans l'exercice de leur travail ? Donc certaines applications se sont développées pendant le Covid et très rapidement pour arriver par exemple à aider les soignants à détecter les patients qui allaient s'aggraver. Je pense par exemple à l'algorithme qui est en ce moment en cours d'utilisation à Gustave Roussy, si je ne me trompe pas, sur la détection des patients Covid avec une forte probabilité de se dégrader. Et en fait, tous ces algorithmes développés ou non dans le cadre du Covid, mais qui aident en fait le soignant dans des situations complexes avec une charge de travail énorme, en fait, sont très bénéfiques parce qu'en fait, ça permet de lever des alertes alors que le personnel soignant en fait croule sous le travail, a beaucoup d'urgences à gérer de tous les côtés et a vraiment du coup un apport dans le soin et dans la détermination en fait des patients à risque. En tant que data scientist, quelles sont les contraintes spécifiques dans la construction d'un modèle d'IA quand il s'agit du domaine de la santé? On le disait avec Thomas, on est sur un domaine critique avec des marges d'erreur peu acceptables. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de contrôle, toi, dans ton travail, ou peut-être plus de difficultés pour obtenir certaines données ? Oui, il y a beaucoup de contraintes et c'est une bonne chose. Donc déjà, il y a toute la contrainte que vos algorithmes ne peuvent pas être des boîtes noires. Un algorithme, pour avoir une valeur, il faut qu'il soit utilisé. Donc là, les utilisateurs sont les médecins. Donc il faut déjà qu'il y ait une acceptation et une compréhension de ce qui fait que l'algorithme donne ce type de résultat. Donc il faut que l'algorithme soit explicable. Expliquer pourquoi ce sont tel type de résultats que vous avez sur tel type de patient. Donc l'explicabilité est clé et la co-construction avec l'équipe médicale est un des critères les plus importants pour arriver à construire l'algorithme de façon intelligente et avec une adhésion forte de la communauté médicale. Les autres points qui ont été aussi mentionnés dans un autre cadre par Thomas sont tout ce qui est éthique et contrôle des biais. Si les échantillons sur lesquels vous apprenez vos algorithmes sont biaisés, votre algorithme ne va pas donner des résultats qui sont bons pour le patient et qui ne vont pas nécessairement être du coup acceptés par la communauté médicale. Donc ça, c'est un des critères qui est très très important. Et le contrôle des biais des échantillons, c'est pas toujours une évidence en fait quand vous avez des données à contrôler. Imaginons que vous ayez un algorithme très performant dans le domaine médical. C'est quand même, comme vous l'avez dit, un impact majeur qui peut intervenir sur la vie du patient. Donc il est clé que ce que vous avez fait soit validé par la communauté médicale. Et donc vous avez la plupart du temps une publication médicale qui est nécessaire, en tout cas pour montrer que ce que vous avez fait est validé par vos pairs. Et vous avez ensuite, une fois que tout ceci a été fait, tout ce qui est réglementation. Parce que c'est comme pour un médicament, ne sera pas mis sur le marché un médicament qui n'a pas prouvé qu'il était sûr pour les patients. Il en est de même pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Vous n'allez pas dire tel patient va avoir telle pathologie, le mettre sous traitement, et en fait vous vous rendre compte qu'après vous vous êtes trompé. Donc ça demande aussi beaucoup de collaboration, tout ça, entre tous les acteurs. Je ne crois pas du tout à ce qu'on puisse développer tout seul en chambre un algorithme d'intelligence artificielle. On a vraiment besoin de co-construction et de multidisciplinarité entre les différents corps de métier, entre les sachants, qui sont les médecins, qui sont auprès des patients, et ce que nous, on peut faire en développant nos algorithmes. Un autre acteur, donc, c'est le patient. Quelles questions il faut se poser en tant que patient avant d'utiliser une intelligence artificielle dans le cadre d'une consultation ou d'un traitement ? Est-ce qu'on peut s'assurer en tant que patient qu'un système est sûr ? Alors, c'est une question complexe. Donc, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, déjà, beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle soient déployés dans le cadre du soin, parce que la réglementation est en train de s'adapter à ces nouveaux objets du monde médical. Mais si, moi, en tant que patient, on me proposait d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle, je voudrais m'assurer déjà que le médecin n'applique pas la sortie de cet algorithme sans avoir un double regard. Et j'aimerais aussi savoir, alors c'est peut-être ma déformation professionnelle, savoir comment a été construit l'algorithme, sur quel type de population, est-ce que je rentre bien dans le jeu des personnes sur qui a été construit l'algorithme.
Et je pense que ça rebondit aussi sur le fait de, par exemple, si on me prédit une infection pulmonaire dans les 15 jours à venir, aucun médecin censé ne vous mettra sous antibiothérapie préventive, vu tout le panel d'effets secondaires qui pourraient intervenir. Donc si l'intelligence artificielle est là pour aider aux soins, pour aider au diagnostic, elle fait tout sens. Si elle peut résulter dans l'administration d'un traitement dont vous n'avez pas besoin et potentiellement d'effets secondaires, le patient a le droit de refuser. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a déjà révolutionné notre rapport à la santé. De la fabrication des médicaments jusqu'à la relation de soins avec le médecin, en passant par le diagnostic. Dans le futur, de nouvelles innovations sont à prévoir qui pourraient bien transformer profondément notre rapport à la santé. L'utilisation de données dans le parcours de soins peut interroger, voire inquiéter. Mais si j'en crois mes interlocuteurs du jour, il n'est pas question de délaisser la rigueur médicale, ni de remplacer l'empathie et l'accompagnement des soignants. Les crises sanitaires, comme celle que nous traversons actuellement, nous permettent de mettre en lumière ces nouvelles applications de l'IA dans la santé, mais aussi les écueils à éviter. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'innovation et le monde du travail. D'ici là, n'oubliez pas de whisper autour de vous.